déclarant préférer voir une femme succéder à Stéphane Richard à la tête d'Orange, Bruno Le Maire avait clairement montré la voie d'un nécessaire rééquilibrage quant aux positions de PDG des sociétés du CAC 40, occupées dans une écrasante majorité par des hommes. Cette situation est d'autant plus choquante qu'il y a belle lurette, à quelques nuances près, que la parité parmi les diplômés en école supérieure de gestion est un fait avéré. La féminisation des élites managériales, quant à elle, se fait plus lentement, et on comprend mieux que la nomination de Christelle Edeman ait pu être considérée comme un événement appelé, il faut le souhaiter, à faire date. Mais en employant le mot de féminisation, dans le sens d'une prise de pouvoir par les femmes au sein des grandes organisations, parvient-on véritablement à signifier quelque chose d'autre qu'un élément de portée statistique? Car après tout, sommes-nous certains que les femmes au pouvoir ne reproduiront pas des façons de faire et de piloter une entreprise guidées par des stéréotypes de comportement masculin? Et dans ce cas, ne devrait-on pas entendre plutôt par féminisation la nécessité d'enrichir une vision du management alternative à celle définie historiquement par des hommes? En bref, ne faudrait-il pas déplacer la question et s'interroger plutôt sur l'émergence d'un female gaze en management, d'un regard féminin sur la discipline? En utilisant ce terme de female gaze, je ne fais pas que déplacer la question, car le terme en effet n'appartient pas à l'économie, mais plutôt aux études féministes et à l'analyse filmique, même si le marketing s'en saisit de plus en plus, où l'on évoque alors la female economy ou même la she economy, pour reprendre une fameuse expression employée par le ministre de l'Éducation chinois en 2007. Par female gaze, il faut entendre une autre manière de voir et de faire du cinéma dans laquelle c'est le corps et l'imaginaire féminin qui deviennent le centre de l'attention du cinéaste comme du cinéphile, quel que soit son genre. L'auteur de citer Paul Verhoeven comme adepte du female gaze, et non la pulsion scopique ou scopophilie, déjà évoquée par Freud, que l'on peut définir en contexte comme le fait de regarder une personne comme s'il s'agissait d'un objet. Or, ce qui est proposé ici serait de prendre le désir des femmes comme point de départ et comme point d'arrivée en quelque sorte, c'est-à-dire provoquant une expérience cinématographique aussi éloignée que possible de celle que nous donne à voir le gros de notre patrimoine imagier. Faut-il rappeler, ainsi que ne manque pas de le faire justement le collectif 50-50, que Julia Ducournau est bien la seule réalisatrice de toute l'histoire, avec Jane Campion, à avoir remporté la Palme d'Or à Cannes, en l'occurrence l'année dernière, alors que ce ne sont pas moins de 71 réalisateurs qui peuvent en dire autant. Le livre d'Iris Bray, Le regard féminin, une révolution à l'écran, se donne pour but d'aiguiser notre regard s'agissant des films et des séries qui objectifient la présence féminine par, je cite, des gros plans qui morcellent son corps stylisé, ainsi que par un système de champ contre champ entretenant voyeurisme sadique ou fascination fétichiste. Des films qui ne passent généralement pas le test de Bechdel, c'est-à-dire des films dans lesquels deux personnages féminins portant un nom parlent entre elles sans mentionner la présence d'un homme. Or, selon l'auteur, une nouvelle génération d'œuvres artistiques, notamment en télévision, avec La Servante écarlate, I Love Dick ou Fleabag, parmi les meilleures séries des dernières années, donne accès à une expérience esthétique tout autre qui met au centre de l'intrigue le corps d'une héroïne faisant l'expérience de sa liberté et de sa subjectivité. Elle cite également le dernier film de Céline Sciamma, Portrait de la jeune fille en feu, où le désir, explique-t-elle, existerait sans domination, sans humiliation, sans rapport de pouvoir, et qui serait fondée sur l'idée d'égalité et de partage. Or, c'est sur ce point que l'arrivée de femmes au pouvoir est justement intéressant à observer. Seront-elles en mesure d'inventer dans ces grandes entreprises un rapport de pouvoir sans domination? Et de quelle autorité devront-elles faire preuve pour atteindre justement cet objectif? Car c'est là un enjeu de taille sur lequel le souvent mentionné woman leadership pourra montrer sa différence, comme on réussit à le faire dans la mise en scène Chantal Akerman ou Agnès Varda par exemple. Quant au she management, aussi bien dans son principe que dans ses applications, et ce quelques noms qu'on veuille suggérer pour qualifier ce regard de femme manager, reste largement à inventer.